Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous avec l'Olympique de Marseille qui se prépare au dernier match de l'année 2024. Ça sera ce week-end, dimanche après-midi, 14h45, les 32e de finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. L'équipe du BDS vient de me rejoindre. Ils sont magnifiques, beaux, calmes, comme des félins dans la savane. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martin. Salut à tous. On a beaucoup parlé d'arbitrage hier dans le BDS pour revenir un petit peu sur cette magnifique prestation de Willy Delageau face à Lille. La DTA s'est réunie, la direction technique de l'arbitrage. Visiblement, cette DTA a donné raison justement aux décisions de Willy Delageau. Qu'est-ce que ça vous inspire ? De l'amateurisme, tout simplement. Quand tu veux avoir un grand championnat, qu'ils espèrent parmi les meilleurs d'Europe, il te faut un corps arbitral digne de ce nom. Et ensemble, et c'est pas d'être chauvin, parce que je pense que si on parle de tous les clubs, il n'y en a pas un qui te dira que 2 fois sur 3, il est très très mal arbitré. Donc voilà, ça devient tout simplement catastrophique, fatigant, épuisant, surtout quand on sait combien ça peut coûter de points à la fin d'une saison, et pour certains clubs, te permettre d'être en Ligue des Champions ou pas, de te sauver ou pas. Donc il va falloir que l'arbitrage se remette en question, et s'ils veulent vraiment que ce championnat grandisse et arrive dans les 2, voire les 3 meilleurs championnats en Europe, il va falloir des arbitres dignes de ce nom, comme je l'ai dit auparavant. Jaco, tu mets ça sur le coup de quoi ? De l'incompétence, d'un lobbying, de l'arbitrage national qui essaye un petit peu de se sauver la mise les uns les autres, ou d'une volonté délibérée de désavantager l'Olympique de Marseille à un moment ou à un autre ? Alors déjà, je pense qu'au départ, les arbitres, il y a un problème, je te le disais, un problème existentiel. Ils ont l'impression que c'est eux les maîtres du monde. C'est ce qui gêne tout le monde. Il y a un problème d'ego dans l'arbitrage. Mais ça se voit surtout au Vélodrome, parce que ils ont pas envie de se faire bouffer par le stade, donc ils sont autoritaires. Leur manque de charisme, leur manque de pédagogie au niveau des explications. Moi, ce que je souhaiterais avec ces gens-là, c'est qu'ils puissent nous expliquer, après la conférence de presse, leurs décisions. Parce que leurs décisions, quelque part, elles sont souvent critiquées. Il y a peut-être des fois à juste titre ou non. Nous expliquer, voilà, il y a des règles qui sont celles-ci. J'ai pris cette décision parce que, et tu fais une petite conférence de presse et tu expliques les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision. Moi, ça me semble tout simplement évident pour pouvoir progresser. Tout le monde peut progresser sur cette terre. Mais ce corps arbitral, il a un problème d'homme. Et là, je ne les rejoins pas. Quand Mehdi Benassia a été puni à Lyon, il n'a pas été hautain, il n'a pas été méchant, il n'a pas été impoli. L'expression, il ne faut pas nous prendre pour des cons, c'est pas quelque chose de méchant, de violent. Par contre, si tu veux... Mais ça sous-entend un côté... intentionnel, peut-être. Oui, mais intentionnel. C'est ça qui lui a été reproché. Marco, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Quand tu vois ce qu'a été capable de faire Nasser, avec Leonardo et compagnie les années précédentes, avec des intimidations physiques, Campos, où on va taper au bureau, avec Jean-Michel Aulas dans ses grandes années prestigieuses, où il faisait avec sa petite taille, on aurait dit Jules César avec les arbitres. Donc tout ça, ça nous a agacés. Nous, personnellement, Marseille, on n'a jamais fait de choses pareilles. Jamais au grand jamais. Donc je trouve que les arbitres ne sont pas logiques. Donc à un moment donné, il faut aussi de temps en temps, là ils se sont réunis. Oui, mais eux, ils se sont réunis à 4 ou 5. Non, mais c'est bon, tu as raison, c'est pas un problème. Moi, je suis pas d'accord avec eux, c'est tout. Faire une conf, effectivement, ça pourrait désamorcer quelques situations. Le fait de dire, comme les joueurs peuvent le faire à la fin d'un match, ou les entraîneurs peuvent le faire, dire... Mais ça a déjà été fait cette saison. Ouais. Ça a déjà été fait à 1 ou 2 reprises, où l'arbitre est venu expliquer. Et ça désamorce un petit peu, en tout cas. Et c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur de savoir aussi peut-être reconnaître, je me suis trompé. Moi, maintenant, il y a quelque chose que je veux clarifier. On a mis en place la VAR. On a donné une aide aux arbitres pour que les erreurs deviennent minimes, voire pratiquement impossibles. Pour quelles raisons ils ne s'en servent pas ? Moi, j'aimerais bien savoir, elles sont passées où les images du ralenti sur la poussette de roue ? On les a vues, les images, parce que c'est des gens qu'on filmait au stade. C'est incroyable. On les a pas revues. On les a vus, mais on les a pas revues. Déjà de 1. Après, je vais pas faire le chauvin à vouloir dire que c'est toujours contre l'OM. C'est pas nous. Non, on essaie on essaie d'être juste aussi. Le penalty sur Heubière, où la DTA est revenue et valide le choix de l'arbitre. J'aimerais bien qu'on m'explique.
le bloc sur Balerdi à l'entrée de la surface. Ils ont expliqué qu'Heubière avait disputé le ballon et que le ballon était parti avant la faute. Mais le ballon, c'est Heubière qui le prend en premier de la tête et après on lui se prend un coup de coude dans la bouche. C'est-à-dire que s'il joue le ballon et qu'il se prend un coup de couteau, c'est pas grave. Non, mais s'il se prend le coup de coude avant de recevoir le ballon, d'accord. Donc il n'y a pas faute. Et quand c'est Harit qui joue le ballon et qu'il rentre dedans. Mettez-y un coup de marteau. Le Brésilien de Paris, là, Marquinhos, rouge direct. Bien sûr. Parce qu'il y avait une marque de chaussure, qui n'était pas le crampon, à mon avis, une marque de l'impact. Mais on le voit que c'est jamais fait intentionnellement. Il le regarde même pas et l'autre il arrive de derrière. Donc là, c'est carton rouge pour l'OM, mais quand c'est dans le sens de l'OM, on te dit il n'y a rien joué. Et alors que je crois que sur cette action, la VAR a été appelée. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Donc aussi. c'est une erreur manifeste, vraiment pas que d'une seule personne, de 3 ou 4 personnes. Derrière, après, tu as le bloc sur Balerdi qui donne le but à Diakité. Donc là, tout le monde le voit, il y a des images, mais non, on joue. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter sincèrement les conneries. Et sans revenir aussi sur le nombre de fautes que Diakité a fait sur Mopé, comment il peut être encore dans ce match-là et le finir. Moi, je comprends plus rien. Donc, après, on va te dire, on est des chauvins. C'est ce que tu dis, Steph, c'est très juste. Arrêtez au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a eu ces actions là, flagrantes, mais ce qui nous a gênés, c'est tout au long du match. C'est pas 4 actions qui nous ont mis en colère, c'est tout au long du match. Comment c'est possible sur Neil Maupay, il pouvait pas toucher le ballon. Dès qu'il touchait le ballon, il était balancé vers l'avant. C'était pas possible. Tu ne peux pas jouer, alors que notre jeu, il est orienté, surtout Neil Maupay, dos au jeu, de pouvoir réorienter, donner le ballon derrière et repartir de l'avant. Il peut pas toucher le ballon, chaque fois il est poussé. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui nous a gênés tout au long du match. Combien de fois il y avait des fautes sur les Marseillais qui n'ont pas été sifflées, et même sur les Lillois. Il y a eu de la largesse. Il y a de la largesse aussi sur ses choix, sur les Lillois aussi. Donc il n'a pas été bon de part et d'autre. Et je reviens en rien sur la prestation de Lille, qui a fait un très beau match, où le nul, si on regarde la physionomie du match, n'est pas volé. Mais après, on a un gardien, et un gardien est là pour arrêter des buts. Là, de ce qu'on se plaint, c'est sur des erreurs manifestes d'arbitrage qui peuvent changer le cours d'un match. C'est différent. Certes, ils ont eu des actions, mais on avait roulé dans les bois. Et un gardien est là pour ça. Donc sinon, on va prendre la tête de Balerdi, le ciseau de Rowe à la fin, la frappe de Rabiot, le poteau de Mopé. Tu en veux des actions aussi. Oui. Ça, on ne parle pas de celle-là. On n'avait qu'à finir. On ne finit pas, il n'y a aucun problème. Mais là, sur ce qu'on parle nous, ce qu'on relève, c'est tout l'effet du match. Tu dois avoir 1, voire 2 pénaltys. Tu dois avoir Diakité qui ne doit pas finir le match. Tu as un bloc sur le but de Diakité. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et ça fait combien de temps? C'est match après match. On est l'équipe en Europe qui reçoit le plus de cartons rouges. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu as l'impression qu'on est des lions sur le terrain. Il faut arrêter au bout d'un moment. Allez, DTA ou pas DTA, en tout cas, on n'est pas du tout convaincu par les décisions qui ont été prises. La Coupe de France, en tout cas, en ligne de mire pour ce week-end. Les 32e de finale pour essayer de finir en beauté cette année 2024 par rapport à ce qu'on voit ces dernières semaines. On peut avoir envie de jolies choses en 2025. Oui, mais et en plus, je pense qu'on en a envie, on en a besoin surtout, Marco. Cette Coupe de France, nous, sans Coupe d'Europe, il faut aussi qu'on puisse aller le plus loin possible pour pouvoir un peu avoir de l'attraction au Vélodrome, même s'ils nous attendent de beaux matchs. Mais j'ai envie aussi qu'on puisse faire un parcours en Coupe de France pour nous, les supporters, mais aussi pour le groupe OM. Le groupe OM a besoin de cette Coupe de France parce que l'entraîneur a choisi pratiquement 11 titulaires, voire 12, mais c'est souvent un 11 qui commence, et j'ai l'impression qu'il va s'habituer à jouer avec cette équipe-là. Et dans cette Coupe de France, je pense que ça peut donner aussi la possibilité de voir d'autres joueurs. On pense surtout à Delange, un jeune gardien talentueux. Il faut aussi qu'il exploite ses talents. On ne sait jamais si Rulli, un jour, je touche du bois, il se blesse. Il faut aussi que tu aies un gardien compétitif, parce que c'est un numéro 2, c'est pas un numéro 12. Et opérationnel tout de suite. Il faut aussi qu'au niveau de la décharge émotionnelle, qui commence aussi à s'intégrer, à se mettre le maillot, se tomber un peu dans la terre, sentir un peu la pelouse, ça fait partie du football. Et ensuite, d'autres joueurs, notamment Jonathan Rowe, qui puisse remplacer Luis Enrique, Eli Wahi, qui puisse remplacer Neil Maupay, Amin Harit, qui puisse jouer. Donc, je pense qu'on a aussi des joueurs qui puissent éventuellement montrer aux coachs qu'ils sont en capacité de venir renforcer l'OM. Au milieu de tout ça, on prépare le mercato marseillais, mais on prépare aussi la suite des aventures côté coulisses, côté formation. Les lignes bougent. On a la confirmation, le départ de Yann Danielou, qui était le directeur du centre de formation de l'OM, qui était celui qui avait remplacé Nasser Largué. Les résultats chez les jeunes se sont bien améliorés ces derniers mois, ces dernières saisons. Pour autant, ça n'empêche pas les lignes de bouger. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça t'inspire? Après, c'est quelqu'un qui reprend la direction du centre, qui était déjà chez nous auparavant. Donc, si je dis pas de bêtises, il était parti à Nice. C'est ça? Non, mais avant de parler du remplaçant, parlez-moi de. Tu me dis que ça bouge, donc je te parle du remplaçant. Non, mais déjà, ne me parle pas du remplaçant. Dis-moi pourquoi ça bouge. Peut-être qu'ils sont plus en phase. Peut-être qu'avec le nouveau coach, par rapport à ce qui est demandé, est-ce qu'il veut que les équipes de jeunes produisent le même jeu que lui, avec le même format de jeu que lui, procure avec l'équipe une pour que s'ils viennent à l'intégrer, ils ne soient pas dépaysés? On va savoir peut-être ce genre de discussion-là. Mais en tout cas, le travail qui a été fait par Otero en amont a été tout simplement exceptionnel. Voilà, tu as toutes tes équipes de jeunes qui sont pratiquement leaders. Tu as gagné la Gambardella la saison dernière. Cette année, tu as passé le premier tour. Donc voilà, on peut que glorifier ce qu'il a mis en place. Maintenant, il y a un nouveau directeur du centre de formation. À lui de perdurer dans cette philosophie de la gagne, parce que c'est ce qu'il faut. Et voilà, et essayer d'amener un peu plus de professionnalisme que peut-être qu'auparavant, pour que lorsqu'ils intègrent le groupe pro, ils arrivent vraiment à s'imprégner le plus rapidement possible. Lassad Azni, alias Titou Azni, qui était à l'OM entre 2019 et 2022, qui est parti s'occuper de la préformation à l'OGC Nice. Tu nous as dit le plus grand bien la dernière fois dont on a parlé de ce switch, de ce remplacement. Et j'en ai dit le plus grand bien parce que c'est normal. C'est des gens qui sont la famille Asni, qui sont dans le football provençal depuis très longtemps, qui connaissent le rouage du football provençal, qui connaissent beaucoup de monde. La particularité d'être recruteur olympique de Marseille, c'est de connaître des gens et de faire venir des enfants, des jeunes talents, au centre de formation de l'Olympique de Marseille, et plus qu'ils s'en aillent. Et Titou, il a quand même cette force, cette connaissance, mais aussi ce charisme nécessaire. Et moi, ce qui me fait aussi plaisir, du bien, les gars, je suis désolé, mais les Espagnols, c'est bien gentil, moi j'ai besoin du local. Hein. J'ai des gens qui sont de la région, qui connaissent le football régional, surtout provençal. S'ils sont compétents. Et en plus, Titou est quelqu'un de compétent. Donc voir ces gens qui nous ont fait du bon travail, ok, mais je pense qu'il faut aussi à un moment donné, je me rappelle Jacques-Henri Hérault qui a levé tous les Marseillais, il voulait plus de gagner de nuit. Il y avait la surveillance, c'était un Parisien, l'autre c'était de Toulouse, on était perdus complètement. L'identité, c'est Marseille, les gars. Donc aujourd'hui, Titou, il est le bienvenu, je suis très heureux de l'avoir à l'Olympique de Marseille. Et puis les mouvements en coulisses se confirment aussi visiblement pour la directrice Cecilia Barontini, qui pourrait également être sur le départ prochainement. On a vu un petit peu les désaccords profonds qu'il pouvait y avoir avec Mehdi Benassia et même Pablo Longoria sur quelques dossiers, sur quelques sujets. Bien évidemment, le bon sens voudrait que et le sportif et l'administratif soient un peu sur la même longueur d'onde. Bah oui, c'est logique. Si tu veux que le club performe, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Après, j'ai pas les tenants et les aboutissants pour pouvoir dire ce qui s'est passé ou pas passé, mais s'il y a eu ce choix-là, c'est que pour la direction, elle n'entrait plus dans les plans et dans la vision que là où eux veulent mener le club. Donc voilà, donc il va falloir qu'on arrive à avoir une seule et même ligne de conduite et que tout le monde tire dans le même sens pour que ce club-là retrouve la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire la première en France et une place très importante en Europe. Et c'est signe de bordel ou c'est signe de restructuration cohérente et performante ? Ce n'est pas du tout un genre de bordel, comme tu dis, parce que Mehdi Benassia est en train de mettre les choses en place. Mehdi Benassia a des connaissances footballistiques qui sont importantes, des connaissances au niveau du monde, il connaît beaucoup de gens, il connaît quelques petits clubs dans sa carrière. Il a des compétences et il a envie de les mettre en place. À un moment donné, s'ils prennent ces décisions-là, c'est aussi pour pouvoir faire avancer le club. Je dis aux gens, lui, Benassia, financièrement, il est assis. Il vient pas s'enrichir à Marseille. Lui, il a de l'argent. Demain, il s'en va, il l'a dit, c'est pas une affaire d'argent. Il vit à Dubaï, il a gagné sa vie. C'est un challenge. Mais en plus, c'est un mec qui a été formé à l'OM et qui a envie, comme Samir Nasri, que l'OM redevienne le grand d'Europe. Et ça passe par des gens qui ont été mis en place auparavant, qui ont une façon de gérer qui ne leur convient pas. Donc, si tu leur donnes tous les arguments pour pouvoir réussir, ils réussiront. Ils réussiront. Et ils vont attirer des gens. Ils vont attirer. Regardez les joueurs qui sont arrivés. Il y a 3 ans, je vous rappelle les joueurs que nous avions.
Ou 4 ans avec Jacques-Henri Hérault, les Mitroglou, les Strootman, les Ubokan, des Ubokan, c'est les gars, il est arrivé des joueurs que tu te dis mais d'où ça sort de la lune? Là il y a des joueurs qui arrivent, Adrien Rabiot, Heiberg, Eli Wahi, Mopé, ce sont des joueurs qui ont été dans l'Europe, qui vraiment, je trouve que l'Olympique de Marseille maintenant on commence à avoir des joueurs de qualité. Alors justement, le mercato est annoncé comme prochainement actif. Est-ce que c'est aussi évident que ça d'envisager un mercato à l'OM? On sait que le groupe vit bien. La preuve, la petite escapade à Copenhague qui a été initiée par Léo Balerdi. L'Olympique de Marseille est 2e du classement de Ligue 1. Est-ce que la bonne idée, c'est effectivement d'avoir un mercato actif pour se renforcer là où on doit se renforcer pour continuer à performer et à batailler dans le haut du classement, ou se dire pour l'instant c'est pas trop mal, ça risque pas de chahuter un peu l'équilibre qui est pour l'instant plutôt pas mal? Non, parce qu'au mercato d'hiver, c'est vrai, faire des grosses trouvailles, c'est compliqué, c'est difficile. Souvent, tu vas essayer de trouver le joueur à relancer, donc un joueur de renom qui joue plus trop, qui a quand même une certaine expérience, qui va t'apporter ce plus dans un groupe. Et je pense que défensivement, c'est ce qu'on a besoin. Même si Kondogbia, franchement, depuis le match à Lyon, il est tout simplement exceptionnel. Mais je pense que, et en défense centrale, et pour moi, sur le couloir droit, il va falloir qu'on essaye de se renforcer. Ce sont nos points faibles là aujourd'hui. Et c'est clair que si tu arrives vraiment à aller chercher des joueurs un peu d'expérience, qui sont un peu en manque de jeu, mais qui ont cette philosophie de la gagne, d'avoir joué des grandes compétitions, franchement, tu peux faire, pour moi, très très mal en seconde partie de saison avec les idées de jeu de De Zerbi qui commencent à être assimilées. Jaco, un défenseur central, un latéral droit, peut-être un avant-centre. Il faut rendre ce mercato marseillais actif cet hiver ou au contraire pas trop touché? Moi, je toucherai pas trop. Après, il y a aussi des départs possibles. Des départs comme Paul Lirola, comme Lilian Brassier, peut-être Minarit, des joueurs qui jouent pas et qui auront envie de partir. Lilian Brassier, à un moment donné, j'ai pas l'impression qu'il puisse rejouer rapidement. Donc, il y a peut-être des joueurs qui vont demander à partir. Ça peut arriver aussi. Et peut-être les remplacer à eux. J'ai pas envie de trop bousculer cette équipe parce qu'elle commence un peu à avoir des automatismes. Dans ce jeu atypique, si tu recommences à me mettre des gens au milieu qui n'ont pas l'habitude de jouer à la fameuse méthode de Zerbi qui est spéciale, j'ai pas envie de chaque fois, tous les 6 mois, de recommencer. Donc on va laisser un petit peu se mettre tranquillement, cette équipe-là, et faire des ajustements l'été prochain. Par contre, Marco, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête avec Pogba, c'est bien, c'est très très bien, le nom, tout ce que tu veux. Il faut plus en parler? Non, mais c'est pas fait. J'ai l'impression que. Ouais, mais il faut pas en parler par superstition. Non, on a posé là. Moi, je crois que ce que je vois, quand il sera Marignane, je dirais là. Je peux finir. On pipelette que vous êtes. Il est susceptible. Vas-y, monsieur, on vous écoute. Non, mais c'est vrai, ce que je pense, les gars, moi, c'est la réaction des gens qui me gênent. Quand on a posé la question à Valentin Rongier en disant si vient Pogba, ça te gêne pas? Mais à quel moment il va sortir Valentin Rongier? À quel moment? Tu peux pas. Mais aujourd'hui, je vais peut-être sortir Pierre-Emile Heiberg et je vais garder Rongier. Aujourd'hui, on a l'impression que s'il arrive Pogba, il va sortir Rongier. Mais il n'y a pas photo pour l'instant. Donc aujourd'hui, Valentin Rongier est en place. C'est un joueur qui est en train de monter en puissance. On connaît ses qualités. Pogba, les gars, si toutefois, tu nous en parles régulièrement, ça te plaît le mercato, il peut t'apporter. C'est surtout qu'on y arrive. Là. Non, il peut t'apporter des choses, de la notoriété, tout ce que tu veux. N'oublions pas, c'est qu'avant qu'il y ait cette histoire, il a été énormément blessé. Donc, avant qu'il revienne, le Pogba que nous connaissions en Coupe du Monde, il y aura beaucoup de travail. Déjà, ça ne sera pas avant le mois de mars. Voilà. Et ces joueurs-là, par contre, c'est des aimants à joueurs. C'est-à-dire que quand il est là, il peut t'amener d'autres joueurs. C'est une vitrine, quand même. C'est une vitrine. Donc, mais ça, quand même, c'est ça aussi. Mais tu nous dis, il faut arrêter d'en parler, mais en même temps, ça peut être un aimant pour la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est laquelle? C'est si tu peux le faire, est-ce que tu dois le faire? C'est celle-là. Voilà. La vraie question. Bien sûr que si tu peux le faire. Réponds à la question. Si tu peux le faire, il faut le faire. D'accord. Pogba, ça reste Pogba. Pas à n'importe quel prix. Voilà, mais bien sûr. Mais regarde avec Rabiot, on sait faire quand même. Donc, qui aurait cru que Rabiot signerait à l'OM? Personne. Et après, attention, parce que souvent les joueurs qui arrivent,
souvent ça sort pas beaucoup dans la presse. Et là, ça parle beaucoup de Pogba, et c'est pas trop la façon de faire de Longoria. C'est pas bon signe. Je sais pas, peut-être. Maintenant, je me répète, si tu as l'opportunité de le faire et que c'est accessible à l'Olympique de Marseille, mais matin, midi et soir, je le prends. Mais bien sûr, pour refuser un Paul Pogba, comme tu l'as dit, à partir de janvier, si il veut, il peut recommencer à jouer au mois de mars. Allez, au pire, tu le remets en forme jusqu'à cet été pour l'année prochaine, en espérant et en priant que tu finisses dans les 3 pour accrocher la Ligue des Champions. Ça serait tout simplement exceptionnel. Mais maintenant, voilà, on est habitué à avoir des noms, des dizaines et des dizaines à chaque mercato qui sortent. Quand ça arrivera à Marignane, on pourra dire c'est fait. Dimanche, c'est Saint-Étienne. C'est un match différent du match d'il y a quelques jours à Geoffroy Guichard. Ce serait une erreur de se dire la victoire... On l'a fait il y a quelques jours à Geoffroy Guichard, ça va être une formalité ce coup-ci ? Non, mais tous les médias nationaux, ils vont te dire, mais c'était vraiment facile d'aller gagner là-bas. Donc, ils vont se dire, pourquoi pas, vous allez gagner facilement ? Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. C'est une compétition totalement différente. Eux aussi, ils ont changé d'entraîneur dernièrement. Donc forcément, il y a des joueurs qui vont jouer qui ne jouaient pas. Il y a une façon de jouer qui va changer. Donc il y a plein de choses qui vont être mises en place. Et attention de ne pas être surpris par cette équipe. C'est toujours difficile d'aller jouer à Saint-Étienne. Surtout en Coupe de France. On a perdu contre Canet-en-Roussillon. On a perdu contre des petites équipes. Annecy. Pourquoi là. Au Vélodrome. Oui. Pourquoi tu ne perdrais pas à Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard ? Donc à un moment donné, les gars, c'est simple, on radote de ce côté-là, mais si tu ne prends pas ce match comme tu dois le prendre, c'est-à-dire de manière professionnelle, si tu le prends par-dessus l'épaule, tu vas te faire taper. Donc il faut y aller là-bas avec la concentration qu'on a mis il y a 2 semaines et avec la même abnégation pour essayer d'aller chercher la qualif. Est-ce que l'OM peut se qualifier ? Oui. Est-ce que l'OM est supérieur ? Oui. Mais maintenant, il faut jouer sur la pelouse. Et c'est le rectangle vert, comme j'aime bien dire, qui décidera. Mais si tu mets tout ce qu'il faut et avec l'état d'esprit qu'on a actuellement au niveau de l'engagement, on commence à avoir de très très belles phases de jeu. Si tu arrives à remettre ces ingrédients-là, normalement, il n'y a pas de secret. Il va faire tourner. Mais attention, il ne faut pas y aller en les prenant à la légère. Allez, Saint-Étienne, Olympique de Marseille, en tout cas, c'est dimanche après-midi, 14h45, sur la pelouse du stade rebaptisé par Jacques Bail et Geoffroy Guichard. Et ça sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Quelques heures avant de festoyer pour le repas de fin d'année de Maritima. Toujours un plaisir vous avez été magnifique. Toujours un plaisir d'être avec vous. Comme d'habitude. On se régale et les émissions, je te jure, c'est trop court, ça passe trop vite. Et on espère que les auditeurs aussi continuent à se régaler. Et bien sûr, merci de votre fidélité. Merci à tous. Merci de votre bienveillance parce que les messages sont souvent gentils. Beaucoup de gens nous disent c'est trop court, mais on essaie de faire au mieux. Et c'est trop court pour vous donner envie d'être là le lendemain. C'est ça aussi le truc. Fait exprès. Mais c'est vrai que tous les messages de bienveillance, on les remercie beaucoup. Merci mon Jaco, merci Steph. Belle fin d'après-midi sur Maritima. À demain 18h. Toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 22 décembre à 14h45, l'OM se déplace à Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.